Je m'appelle Maxime Simon et je travaille chez Snowflake France en tant que Sales Engineer. Nous allons voir ensemble comment utiliser Snowpipe Streaming afin d'insérer des données dans Snowflake en mode streaming, c'est-à-dire ligne par ligne. Dès que des lignes sont générées dans l'application source en Java, elles sont insérées dans une table de staging dans Snowflake et puis on crée des dynamic tables sur cette table afin de transformer les informations et qu'elles soient consommables par des utilisateurs. Vous pouvez répliquer l'atelier par vous-même, il s'appelle Snowpipe Streaming and Dynamic Tables for Real-Time Ingestion. Et sur la première page, nous avons ici un diagramme qui nous explique la structure de ce qu'on va faire. Sur votre desktop, vous allez faire tourner un programme en Java qui simule une application qui va générer des données qui vont être insérées donc, au travers de JSON vers une table de staging dans Snowflake. Sur cette table, on va créer 3 Dynamic Tables, une vue courante des choses, ensuite un summary et une table en Slow Changing Dimension. Et sur cette table dynamique, on va venir créer plusieurs vues dans des schémas différents, le schéma public et le schéma Personally Identifiable Information, c'est-à-dire PII, avec des vues sécurisées. Vous pouvez répliquer cet atelier facilement en suivant les étapes Setting up Snowflake, Setting up your desktop et puis commencer à streamer des données dans Snowflake. Dans mon cas, j'ai déjà téléchargé les fichiers nécessaires, donc nous allons commencer directement dans VS Code. Vous pouvez voir sur la gauche que j'utilise l'extension de Snowflake afin de me connecter à mon compte Snowflake depuis VS Code et j'exécute ce code SQL. Avec le rôle Account Admin, je vais commencer par créer les rôles nécessaires ici, Stream Role PII, Stream Role PII Allowed et les données à mon utilisateur Stream User ainsi qu'à mon utilisateur Sandbox. J'utilise Sandbox pour lancer ces requêtes de façon interactive et je vais utiliser StreamUser dans le background comme un utilisateur technique qui va connecter mon application Java à Snowflake. Ici avec l'utilisateur Sandbox, nous allons créer la base de données StreamDB, l'utiliser et ensuite donner l'ownership du schéma public et de la base de données StreamDB au rôle StreamRole. Ensuite, on va donner le rôle StreamRole à sysadmin et on va utiliser StreamRole afin de créer le schéma Engineering, utiliser ce schéma, utiliser Compute Warehouse et créer les tables avec lesquelles nous allons travailler. On crée la table CDC Stream Table qui contient juste un variant. Voilà les données que nous allons streamer, ça va être un seul variant en JSON qu'on va aller insérer dans Snowflake. Prochaine étape, dans mon terminal, je vais utiliser runmax afin d'exporter des données donc, depuis mon application Java à la vitesse maximum vers Snowflake. Ici, en quelques secondes, je vais générer 1 million de lignes en 7,7 secondes. Après 25 secondes, Snowflake me répond que toutes les données sont insérées. Je peux faire un select star et j'ai maintenant 1 million de lignes dans ma table streaming stable. Ici, 10 000 lignes me sont montrées. On voit que ce sont des JSON. Si je fais un select count, j'ai 1 million de lignes. Je peux ensuite créer des transformations. Ici, par exemple, si je veux aller récupérer les données en les extrayant du JSON, avec la syntaxe 2.transaction 2.primary key tokenized, je peux aller rechercher les données dans le JSON. Donc ici, rechercher les order ID encrypted, les différentes actions, les temps de commit, l'utilisateur de la base de données et les différentes composantes de mes données, qui sont en fait des ordres qui sont envoyés sur la bourse, avec des ordres long ou short, avec un prix. Et donc ce sont différentes actions qui sont envoyées sur la bourse. On peut voir le type de schéma et de table. Dans mon cas ici, il n'y a qu'un seul schéma et une seule table. Et on peut voir les channels qui sont utilisés pour communiquer entre mon application Java et cette table. Un channel, c'est un lien entre une source et une table sur Snowflake. Par exemple, on peut lancer une deuxième source ici qui va tourner en continu, qui va tourner un peu moins vite. Celle-ci, au lieu d'aller le plus vite possible pour envoyer toutes les données d'un coup sur Snowflake, elle va envoyer les données une par une chaque milliseconde. Chaque milliseconde, je vais envoyer des données vers Snowflake. Et ici, si on redemande le channel, j'ai créé un deuxième channel. Le premier allait le plus vite possible, channel 1 max, et le deuxième, ici, envoie une donnée par milliseconde, channel 1 slow.
et on peut voir l'offset. Ici, j'ai envoyé 1 million de données avec mon premier channel et je suis à 5367 sur le deuxième. Si je rafraîchis mon channel, maintenant après quelques secondes, je suis à 17 000 données. Et là, nous avons une table de staging qui va recevoir toutes les données qui sont donc insérées ligne par ligne dans Snowflake avec un lag entre 1 et 10 secondes. Ensuite, sur ces données, on peut créer un pipeline dynamique qui va venir agréger et traiter ces données afin d'en extraire de l'intelligence avec un certain lag. Dans ce cas-ci, on appelle ça une dynamic table. J'ai un lag de 1 minute et je définis l'entité de calcul qui s'appelle compute warehouse qui va faire tourner cette table et la rafraîchir. Ensuite, j'ai une requête qui vient extraire les informations donc, de mon JSON avec notamment l'action qui a eu donc, un ordre, le ticker, la position short ou long, le prix demandé, la quantité demandée et d'autres informations. Dans ce cas-ci, je veux juste les ordres current, donc je vais prendre que les ordres qui sont encore actifs, je vais enlever les ordres qui ont été annulés, et je vais prendre seulement le dernier ordre s'il y en a plusieurs. Donc si j'ai eu plusieurs ordres d'affilée, je prends seulement le dernier qui est encore actif. Et ensuite, quand ma table sera rafraîchie, je peux venir la requêter et toutes les minutes, cette table va se rafraîchir automatiquement afin de garder l'état des informations le plus actuel. Je vais créer plusieurs tables dynamiques. La deuxième ici est une Slow Changing Dimension. Donc là, je veux garder tous les records qui sont insérés dans la table et je veux savoir quand les données étaient valides et quand elles ont été invalidées. Donc je crée une colonne valid from pour le moment où ma transaction a été commit et ensuite une colonne valid to qui va me dire quand cette transaction est devenue invalide. Et donc je vais garder l'historique de ce qui s'est passé dans les transactions sur ma plateforme. Ensuite, je peux définir un lag dans mes dynamic tables, mais je peux aussi le définir comme étant downstream. Dans ce cas-là, si j'ai plusieurs dynamic tables qui viennent se construire l'une sur l'autre, je vais seulement indiquer un lag au dernier niveau, à la dernière table, et les autres tables vont se mettre à jour au besoin en fonction de la dernière table. Donc si je crée celle-ci qui est un summary de mes différentes actions, donc pour chaque ticker, la position, le prix minimum, le prix maximum, le prix moyen, le total des actions et la valeur totale. Et je vais prendre ce summary pour chacun de mes tickers, donc chacune de mes actions. Je traque 30 actions, donc je vais avoir 30 actions pour les ventes et pour les achats. Ça me fait 60 lignes. Et ensuite, je vais créer une deuxième dynamic table qui va avoir un lag de 2 minutes et qui vient sélectionner des données depuis la première. Et celle-ci va juste me donner pour chaque ticker le prix le plus bas et le prix le plus haut des statistiques. Et donc une fois que je crée celle-ci, eh bien je viens automatiquement mettre un ordre de rafraîchir mes données toutes les 2 minutes qui va impacter les données à la source. Potentiellement, je pourrais avoir des dizaines de tables qui se construisent l'une après l'autre et l'une sur l'autre, qu'elles soient toutes downstream, et seulement la dernière table aurait un ordre de se rafraîchir toutes les 2 minutes. Et dans ce cas-là, tout mon pipeline serait dynamique. Quand je veux passer toutes les heures ou tous les jours, en changeant une seule table, je viens changer la fréquence de rafraîchissement de tout le pipeline. Maintenant, un petit peu de temps à passer, nous allons aller voir dans l'interface graphique de Snowflake les vues dynamiques. Dans Snowflake, je sélecte StreamDB et dans le schéma Engineering, j'ai maintenant une table, CDC Stream Table, qui a maintenant 1 200 000 lignes. Donc j'ai 200 000 lignes qui ont été streamées chaque milliseconde. Et ensuite, j'ai 4 Dynamic Tables que je suis venu construire. La première que nous avions faite, c'était Current, qui me donne l'état actuel. Je vois que j'ai 509 000 lignes dans cette table-là, qui sont l'état actuel donc, de mes ordres. Et je peux aller voir les colonnes de cette table. Voici les différentes colonnes qui sont créées dans la table. C'est une table Snowflake, donc toutes les valeurs habituelles d'une table Snowflake peuvent s'appliquer dessus. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le masking, on peut utiliser toutes les autres technologies qui font avec Snowflake. Ensuite, on peut voir une preview des données. On voit les différentes orders, on voit le client, le ticker, donc l'action concernée, si c'est une position short ou long, le prix demandé et la quantité demandée. Ensuite, on peut voir les graphes. Les graphes représentent la façon dont notre Dynamic Table va se rafraîchir. C'est un graphe très simple pour celui-ci. J'ai juste une source, ma table de streaming, et puis ensuite j'ai une target qui va se rafraîchir toutes les minutes. On voit mon lag maximum, on voit la façon dont les données sont rafraîchies, de façon incrémentale. Donc quand je viens rajouter des données, je ne vais pas rafraîchir toute la table, je vais juste rafraîchir ce qu'il y a
changé. Et je peux voir l'historique des différents changements que j'ai eus. Ici, on peut voir les changements qu'il y a eu dans le passé. J'ai d'abord ajouté 480 000 lignes au premier rafraîchissement. Et puis ensuite, je viens ajouter environ 14 000 lignes chaque minute, rafraîchir l'état de mes données. Si je viens rafraîchir ici, je vois que j'ai un lag en ce moment de 1 minute 4 et j'ai une target de 1 minute. Et on voit comment mes données sont rafraîchies toutes les minutes et le temps que ça prend. Si on regarde un graphe un peu plus compliqué, nous avions ici un graphe à 3 niveaux. Dans ce cas-ci, nous avions la table source, le streaming. Ensuite, nous avions une table qui est définie comme downstream. Et puis, nous avions une table avec une target de 2 minutes. La target ici de 2 minutes, elle est appliquée automatiquement en fonction de ce qui est défini en dessous. Donc, elle est directement impactée par ceci. Cette table-ci, elle est définie comme étant downstream. Donc, si je vais sur Summary, que je vois la définition de ma table, elle est définie comme étant downstream. Elle est impliquée par les tables qui viennent après elle. Et de même, on peut voir ici Summary qui me montre pour mes 30 actions, chaque fois le long et le short, et on a le prix minimum et le prix maximum demandé, le prix moyen et la quantité d'actions qui ont été concernées dans notre période. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est créer des vues, et notamment des vues sécurisées, afin de partager ces informations. On retourne dans VS Code, et on peut commencer par créer une vue qui, elle, va être publique. Donc dans le schéma public, on crée la vue Current Limit Orders View, et cette vue-là va nous donner quelques colonnes depuis la Dynamic Tables, de façon publique. On peut faire un select dessus, et on obtient ici 1000 lignes de la vue qui sont dans le schéma public. Pour ce qui concerne les informations privées, on va ici utiliser le rôle StreamRole, la base de données Eng, et nous allons créer un nouveau schéma, le schéma PII, et celui-ci va être seulement pour les utilisateurs autorisés. Donc on va donner l'ownership de ce nouveau schéma au rôle PII admin, et l'usage sur les bases de données au rôle PII admin et PII allowed. Et même chose pour les schémas, et ensuite on donne les différents rôles sur les tables, ici à StreamRole PII allowed et à StreamRole PII admin. Nous allons ensuite utiliser StreamRole PII admin, le schéma PII et notre unité de calcul Compute Warehouse. Et nous allons créer une fonction qui va venir décrypter les données que nous avions donc pré-encryptées dans notre générateur. Donc on va ici utiliser des librairies en Java afin de décrypter les informations qui étaient contenues dedans. Ensuite, on va donner l'usage de cette fonction au rôle StreamRole PII admin. Si on utilise select PII decrypt AES et qu'on donne comme argument d'abord la partie encryptée, donc l'order ID qui est encrypté, et puis ensuite la clé de décryption, on va récupérer la clé décryptée. Voilà, on nous décrypte la clé ici et on récupère le chiffre d'origine. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer une fonction qui va s'appeler decrypt CDC field, qui va donner notre clé de façon statique. Cette fonction étant une secure function, le code utilisé dans cette fonction n'est pas montré aux utilisateurs. Donc cette clé reste protégée, elle n'est pas accessible aux utilisateurs de la fonction. On donne l'usage de la fonction au rôle PII admin, et maintenant quand on utilise la fonction, on donne le même argument ici pour la première partie, et on n'a plus besoin de donner la clé à chaque fois qu'on appelle la fonction. Et nous pouvons utiliser une secure view qui va appeler cette fonction. Donc la secure view PII limit orders view va appeler la fonction decrypt, et donc implicitement elle va venir décrypter nos données et nous donner les vrais order ID. Une fois qu'on a cette vue qui est créée, on donne l'usage au schéma PII au rôle PII allowed, on donne l'usage à la fonction et on donne le select sur la view. Une fois qu'on a donné tous ces privilèges au rôle stream rôle PII allowed, nous allons maintenant utiliser ce rôle stream rôle PII allowed. Nous utilisons le schéma PII et maintenant on peut faire des selects. Et quand on fait ce select-ci, ma fonction de décryption est appelée derrière. Donc cette vue, sans savoir ce qui se passe derrière en réalité en tant qu'utilisateur, on va appeler la fonction de décryption. On aura ici la partie encryptée, mais aussi la partie décryptée. Donc ça c'est la source, c'est ce qu'on donne à tous les utilisateurs de façon publique. On ne peut pas décoder les vrais ID des utilisateurs. Et puis ici, on a les ID qui ont été décodés. Et on peut là-dessus faire une recherche, par exemple rechercher le ticker MMM, la position lang, et obtenir les vraies informations PII de qui a été recherché ce ticker.
Dans l'interface de Snowflake, on peut maintenant voir que nous avons un nouveau schéma PII qui contient la vue Limit Orders View, qui est une vue sécurisée. Donc on ne peut pas aller voir sa définition ici. On peut juste faire une preview des données si on en a le droit. Dans ce cas-ci, mon rôle account admin n'en a pas le droit, donc il faut que j'utilise les rôles qui ont été autorisés. En quelques minutes, nous avons vu ensemble comment générer des données depuis un programme en Java sur mon ordinateur, qui ensuite envoyait des JSON dans une table de staging sur Snowflake. Cette table de staging est consommée par 3 Dynamic Tables, et nous avons ensuite créé des vues sécurisées, qui appellent une fonction sécurisée afin de décrypter les données PII et les afficher seulement aux utilisateurs autorisés.